Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent à distance. Je sais que beaucoup d'entre vous qui sont à distance auraient voulu être là, mais en raison des grèves et beaucoup de personnes malades n'ont pas pu se rendre présents aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous aurez le contenu comme si vous étiez ici. Merci à ceux qui ont fait le déplacement. Donc aujourd'hui, on organise un TechneConnect, un Eat and Learn sur la co-construction d'indicateurs d'impact avec Mathias Béjean qui est ici et Samantha, experte du LLL, qui est ici. Je vais tout de suite leur laisser la parole pour commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder dans un coin de votre tête. On les prendra juste à la fin de la session. Pareil pour les personnes à distance. Vous pouvez les poser dans le chat et on les prendra en fin de session. Voilà, merci beaucoup. Enchantée, je m'appelle Samantha Rago et je suis experte du LLL, embauchée ici en tant que postdoc en gouvernance et de gouvernance d'entreprise. Et en fait, j'ai eu à l'occasion de ma thèse l'opportunité d'apprendre beaucoup sur les dynamiques d'innovation et en même temps les régimes de responsabilité qui souvent sont rattachés à ces phénomènes d'innovation. Et on va voir que ces deux thématiques, l'innovation et la responsabilité, qui sont fortement présente lorsqu'on parle d'impact. Mais peut-être avant de rentrer dans le sujet, une question pour vous, parce qu'on sait que la mesure d'impact, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, est-ce que vous avez déjà une idée, vous, de ce que ça pourrait être que la mesure d'impact ? Oui. Trop tard. Moi, ce que je comprends de la mesure d'impact, c'est quand tu lances un projet, c'est de t'assurer que ça a vraiment... souvent, il y a plusieurs phases. Donc, une phase où tu lances sur un petit groupe d'utilisateurs et après un plus grand groupe. Après, tu déploies plus largement. Et c'est s'assurer que ce que tu fais est utile, a un impact. Ça remplit les objectifs pour mettre plus d'efforts, d'argent dans son déploiement. Moi, c'est ce que je comprends de la mesure d'impact. Et est-ce qu'il y a d'autres perspectives sur la mesure d'impact ? Oui. C'est identifier c'est déterminer les données et des calculs qui vont permettre de valoriser l'impact que vous pouvez avoir sur une action que vous avez menée ou un projet que vous avez entrepris. OK. On se rapproche un petit peu de la conception d'Élodie de la mesure d'impact. Est-ce qu'il y a encore une autre contribution peut-être ? En ligne. Donc si on repart par exemple du lieu où on est, donc ici on est au Liberty Living Lab, ici donc on parle d'impact et en fait c'est pas juste un impact neutre au sens où on veut avoir une contribution économique par exemple pour la société. Quand on parle d'impact généralement aujourd'hui, il y a cette idée qu'il s'agit de projets à valeur sociale ou environnementale. C'est généralement implicite, parfois on parle d'impact social donc on le rend davantage explicite, mais quand on va chercher à mesurer un impact, on va souvent essayer de montrer qu'il a une utilité, que le projet en question ou l'entreprise a une utilité pour la société et donc il s'agit de le démontrer. Donc il y a plusieurs approches pour faire ça. Mais peut-être juste avant de rentrer là-dedans, donc il y a effectivement aussi une autre approche qui consiste à dire l'impact, c'est une façon de piloter l'innovation. Ça, c'est un petit peu finalement ce que vous disiez toutes les deux. Et on va y revenir notamment quand je vais présenter l'exemple d'un projet qu'on a mené ici au Liberty Living Lab qui porte sur un outil d'information pour le cancer bronchique. Mais en attendant, juste pour vous présenter un peu les différentes perspectives qui portent sur la mesure d'impact. Donc en fait, il y a plusieurs approches possibles, comme je vous le disais. Donc premièrement, il y a les approches socio-économiques. Donc c'est un peu barbant, donc je vais aller très rapidement sur ce sujet. Mais juste pour vous dire que généralement, quand on parle d'impact et d'évaluation socio-économique, il y a cette idée finalement qu'on pourrait évaluer de manière monétaire n'importe quel projet qui serait mené par une entreprise. Et donc, il s'agit finalement d'évaluer de manière quantitative tous les projets, avec cette idée que généralement, ça va nous permettre de légitimer cette action auprès, généralement, par exemple, de pouvoirs publics qui vont pouvoir ensuite déployer justement un service ou un produit à l'échelle du territoire. Et donc voilà, on a cette idée qu'on va pouvoir, pour n'importe quel projet, définir ses coûts socio-économiques, ses bénéfices, et à la fin, il va falloir montrer, bien sûr, qu'on a un différentiel
sociale qui est favorable. Donc ici, j'illustre très rapidement avec une étude d'impact de l'entrepreneuriat social qui avait été menée par McKinsey sur les entrepreneurs sociaux qui étaient soutenus par Ashoka. Donc l'étude, elle date un peu, c'est de 2012. Donc depuis, on voit que d'ailleurs la philosophie de la mesure d'impact a un petit peu évolué. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette idée que voilà, il allait falloir qu'on mesure des coûts évités. Donc là, par exemple, on a un projet qui vise à insérer des personnes qui sont éloignées de l'emploi dans la société. Et donc, on va voir que si on arrive à mettre en place ce projet, alors on aura des coûts évités d'inactivité de ces personnes-là sur la société. On va avoir d'autres charges qui vont s'ajouter. Et puis ensuite, bien sûr, donc le projet a un coût, donc on va aussi le mesurer, donc des subventions, des compléments RSA, etc. Mais à la fin, on est capable de dire, soi-disant, que en fait, l'État pourrait économiser pour chaque phase d'insertion 3,5 000 €. Et donc, ça nous permet finalement de légitimer ce que fait cette entreprise. Est-ce que vous avez des remarques peut-être sur cette approche de l'impact qui est très répandue aujourd'hui. Là, je vous le montre parce que c'est encore des logiques qui existent aujourd'hui. Notamment, par exemple, pour le contrat à impact social, c'est notamment des méthodologies qui sont très, très utilisées, mais qui peuvent représenter certains inconvénients. Je ne sais pas si vous avez des idées. Oui, l'impact peut être autre que financier. Et donc... pour l'interrogation. Donc, en effet, mais c'est-à-dire qu'effectivement, là, il y a cette idée, finalement, dans cette méthodologie, que en fait, on va pouvoir rendre financier ce qui, a priori, ne l'est peut-être pas. Et donc, effectivement, cette notion d'insertion, on va vouloir la quantifier et afficher des euros, en fait, sur cet impact-là. Et donc, ça suppose, en fait, un certain nombre d'hypothèses qu'on est obligé de formuler et qui sont généralement assez questionnables. Donc là, il y a cet exemple-là de McKinsey, mais c'est aussi des méthodologies qui sont utilisées en interne dans des entreprises pour justifier des politiques RSE, par exemple. Et donc, on va dire, voilà, si on met en place un régime de responsabilité sociale, ça va nous permettre des coûts évités d'absentéisme, ce genre de choses. Et en fait, ça nous conduit à faire des scénarios alternatifs à la réalité actuelle. Mais en fait, la construction de ces scénarios, généralement, elle est très, très discutable. Et donc, d'un point de vue purement logique, c'est des méthodologies qui sont, comme je vous le disais, très, très populaires, mais qui sont aussi très discutables. Mathias, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais... Pardon ? Il y a des choses qui sont induites oui. indirectement, on ne mesure pas puisqu'on ne regarde que l'effet direct. Oui, alors effectivement, il y a cette notion d'impact direct, impact indirect, impact induit. Aujourd'hui, il y a quand même par exemple des méthodologies d'évaluation de l'empreinte socio-économique sur un territoire donné, où là, on va même chercher, par exemple, à aller caractériser ces impacts, même indirects, par exemple en disant une entreprise, elle emploie tel nombre de personnes sur un territoire, ces personnes-là, à leur tour, embauchent tel nombre de personnes, et donc on va essayer justement d'aller capter cet impact induit, mais là encore, ça suppose cette notion d'imputabilité de plein d'effets en fait à l'action d'une entreprise. Et là, c'est encore une fois des choses qui sont un peu discutables. Donc peut-être je passe sur cette approche-là qui, vous l'avez compris, représente cet inconvénient. Déjà, on a une subordination finalement de la valeur financière ou de la valeur économique à la question de la responsabilité. Et puis ensuite, et surtout, vous voyez qu'au regard de l'innovation, de toute façon, c'est une méthodologie qui se réalise à technologie donnée. C'est-à-dire qu'on va mesurer un service, l'impact d'un service ou d'un produit, mais une fois qu'il est déjà conçu. Donc en aucun cas, c'est une méthodologie qui nous permet... en aucun cas. Ça nous permet de façon très limitée de piloter finalement des projets d'innovation. C'est plutôt des méthodologies qui servent à légitimer un service qui est déjà existant. Donc maintenant, je passe à une autre méthodologie de mesure d'impact qui est celle de B Corp. Donc il y a un label d'impact qui est assez connu aujourd'hui, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, donc le label B Corp, il sert à évaluer l'impact d'une entreprise. Je passe peut-être là-dessus, c'est moins important. Mais donc du coup, B Corp, l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir mesurer plusieurs impacts qui sont catégorisés. Donc là, vous voyez, en termes d'impact sur la communauté, impact sur les customers, donc sur les clients, sur l'environnement, sur la gouvernance et sur les travailleurs.
Et donc, il y a cette idée que toutes les entreprises qui sont labellisées B Corp ensuite appartiennent à une même communauté et qui vont pouvoir partager, a priori, des bonnes pratiques sur comment produire encore plus d'impact. Et donc voilà, donc là vous avez en fait des questionnaires quand vous allez sur le site et que vous voulez commencer à être évalué par B Corp. Donc vous avez en fait tout un questionnaire à remplir qui est a priori très similaire d'une entreprise à l'autre, même si vous pouvez quand même rentrer des éléments qui portent sur l'industrie dans laquelle vous vous situez. Et là encore une fois, est-ce que vous avez des commentaires ou qu'est-ce que vous pensez a priori de ce genre de méthodologie, sachant qu'à la fin, vous avez un score. Donc, toute entreprise possède un score B Corp. C'est trop général. Et en fait, on a des entreprises de nature très différentes qui vont obtenir ce score, mais en fait, c'est trop général. C'est du déclaratif, en fait. C'est du déclaratif, ce que les entreprises... Alors, c'est du déclaratif. Alors, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure il y a un dispositif de contrôle de ce qui est déclaré par les entreprises. Mais effectivement, déjà, il y a cette notion que l'entreprise peut répondre de manière... Alors après, il y a des indicateurs qui sont... Là, je ne sais plus si j'ai pris des exemples, mais vous voyez, donc, par exemple, pour air et climat, donc vous avez des catégories, bien sûr, à chaque fois, suivi de la consommation d'énergie. En fait, vous avez un ensemble d'indicateurs qui apparaissent, et je me demande s'il n'y a pas quand même des indicateurs très précis qu'on vous demande de remplir, qui sont a priori effectivement uniformes, donc c'est-à-dire qui sont les mêmes pour toutes les entreprises. Et effectivement, sur la façon, par exemple, dont sont mesurés ces indicateurs, je ne sais pas effectivement s'il y a juste là même des mécanismes de contrôle qui sont mis en place. Je pense que oui, mais effectivement, c'est une bonne question. Et effectivement, sur l'autre remarque c'est très général, c'est effectivement très, très général. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir une entreprise qui œuvre pour l'environnement, par exemple, juste en recyclant ses déchets, qui est une entreprise de service, un cabinet de conseil. Même nous, ici, au Liberté Living Lab, on pourrait être labellisé B Corp et avoir un score sur notre contribution environnementale qui serait très élevé. Et pourtant, en rien, notre cœur d'activité nous permet de dire que c'est notre défi primordial et pour lequel on développe des nouvelles compétences, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voyez un peu l'idée ou d'autres remarques sur ce label B Corp. Donc là, comme je vous le disais, effectivement, vous pouvez rentrer un peu quelques éléments sur la catégorie industrielle, mais encore une fois, donc l'avantage de ce label, c'est que ça vous permet effectivement d'être référencé. Donc c'est aussi un peu cher d'ailleurs. Hein. Il faut bien sûr payer pour être labellisé B Corp. Ça vous permet d'être visible et puis d'appartenir à cette fameuse communauté d'entreprises qui ensuite peut faire naître des projets, des partenariats entre différentes entreprises. Néanmoins, donc c'est des indicateurs qui sont complètement exogènes, donc qui dépendent en rien en fait de l'activité de l'entreprise et donc qui prennent pas en considération la singularité de ses capacités d'innovation. Et en plus, du coup, on se retrouve dans la même configuration que le dispositif d'impact précédent, c'est-à-dire que c'est des indicateurs que l'on peut effectivement faire évoluer dans le temps, mais qui sont très peu actionnables finalement. Et donc qui, quand on cherche à développer certains projets innovants, ne vont pas forcément nous permettre de pouvoir savoir si on a l'impact ou l'effet souhaité sur notre écosystème. Est-ce que vous savez si aujourd'hui, quel est l'avantage, c'est pas le bon terme, l'avantage, mais est-ce que par exemple dans des démarches d'achat public, etc., il y a il y a des institutions qui commencent à demander à des entreprises, vous pouvez postuler parce que vous avez le label B Corp, etc. Est-ce que c'est rentré dans est-ce qu'aujourd'hui dans certains marchés, le label B Corp est demandé, est-ce que vous le savez ou pas, voilà. À quoi ça sert d'avoir le label B Corp à part une image aujourd'hui? Est-ce qu'il y a autre chose qui ressurgit? Alors je sais pas, mais je ne pense pas honnêtement. Alors c'est une bonne question, mais disons que c'est ce genre de questions qu'on a beaucoup. Alors c'est vrai pour le label B Corp, c'est vrai aussi pour le statut de société à mission sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et en fait, c'est une question qui traduit souvent cette idée que l'entreprise devrait mériter autre chose au-delà
de l'impact social et environnemental qu'elle produit, elle devrait avoir une autre forme de récompense qui peut être, par exemple, effectivement, le fait d'être priorisé sur certains marchés publics, le fait de recevoir éventuellement des subventions que d'autres ne pourraient pas recevoir. Et en fait, c'est des questions pour lesquelles moi, je n'ai pas de réponse nette. Par exemple, est-ce qu'il faut le faire ou pas? Même ça, je n'ai pas de positionnement très, très clair là-dessus parce que, en fait, si vous commencez à mettre des règles de sélection d'entreprises qui portent sur ce genre de dispositif, très rapidement, vous allez probablement voir apparaître des comportements... des comportements un peu déviants où on va chercher à obtenir le label coûte que coûte, à vouloir faire comprendre qu'on est bien labellisé à impact. Et donc voilà, ça peut poser problème. Oui, parce qu'après, on peut jouer sur un certain nombre de critères pour obtenir le label. Donc ça, c'est le premier point. Alors, pour répondre à votre question, donc moi, je travaille dans le groupe Société Générale. Et tous nos fournisseurs, maintenant, pour les référencer, on a un questionnaire dans lequel, en fait, on leur demande un certain nombre d'éléments qui nous permettent de qualifier dans leur politique RSE, en fait, ces fournisseurs. Et donc, on refuse des fournisseurs dont on va considérer qu'ils qui ne se mettent pas en position d'être effectivement RSE. Sur le chat du YouTube, il y a quelqu'un qui explique que certaines banques américaines prêtent à des taux préférentiels si l'entreprise est Bicorp. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est tout à fait possible. Alors effectivement, je ne sais pas si on a encore assez d'incitation financière ou économique en fait à vouloir adopter ce genre de label aujourd'hui, mais de toute façon, le Bicorp, on est quand même dans cette idée que on va jouer sur la réputation de l'entreprise et donc potentiellement on attend effectivement d'autres formes de performance en fait par la suite qui naîtraient de cette adoption. Et donc juste pour finir, alors juste en fait vous avez d'autres méthodologies qui apparaissent aujourd'hui, qui sont notamment présentes dans le paysage de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire. Et là en fait vous avez beaucoup de démarches qui viennent essayer de qualifier ce que font certains projets entrepreneuriaux. Donc on n'est plus à l'échelle d'une entreprise ici, mais plutôt à l'échelle de projets spécifiques. Et donc ici, peut-être juste pour vous montrer rapidement. Ouais, je vais essayer de gérer. Donc, par exemple, si je vous montre, donc là, donc l'entreprise, elle s'appelle Impact Track, et donc voilà, elle vient en fait essayer de qualifier l'impact de certaines entreprises. Donc là, vous voyez que la première logique, ça va être de se positionner au regard des ODD. C'est souvent en fait indispensable aujourd'hui. On vous demande finalement d'adopter une catégorie d'indicateurs qui sont présentés par l'ONU. Ensuite, on va toujours repartir de qui, donc quelles sont les parties prenantes auxquelles s'adresse le projet. Et ensuite, en fait, on va diviser les indicateurs en 3 catégories. Les premières, c'est un peu les premiers indicateurs, c'est ceux qui portent plutôt sur l'activité elle-même, donc qui vont en fait présenter le nombre ici, par exemple, d'entrepreneurs ayant demandé un accompagnement. Donc ici, on est encore sur une problématique de réinsertion pour vous montrer un peu les différentes méthodologies. Et ensuite, on va essayer de mesurer les résultats. Donc, c'est un petit peu on va dire une évaluation intermédiaire où ici, par exemple, on va mesurer la motivation de certains entrepreneurs à reprendre une activité. Et puis ensuite, on va vraiment mesurer ce qu'on appelle l'impact. Et donc ici, en fait, finalement, c'est la répercussion un petit peu du service à long terme, on va dire, sur ici les populations qui sont visées. Et donc ici, on va davantage parler, par exemple, de la situation professionnelle des entrepreneurs en rebond à l'issue de l'accompagnement. Et donc ici, en fait, on distingue bien ces trois niveaux-là. Et donc ça m'a rappelé un petit peu, Mathias, ce que tu m'avais présenté une fois, c'est-à-dire ce schéma-là, où en fait, ici, on voit bien la différence entre ce qu'on peut mesurer en termes d'activité. Souvent, il y a des projets qui s'arrêtent là, c'est-à-dire qui présentent leur activité en disant on a accompagné tant de personnes, on a été voir tant de collégiens, etc. Mais en fait, c'est juste la première étape finalement de la caractérisation de l'impact. Et donc, généralement, il faut essayer d'aller un peu plus loin dans ce qu'on peut mesurer. Et en fait, donc, c'est-à-dire essayer de capter finalement ce phénomène de répercussion sur un écosystème dans lequel on évolue. Et il y avait autre chose que je voulais dire, mais qui est en train de m'échapper. Mais oui, et donc surtout, en fait, ça permet éventuellement
alors c'est juste une première méthodologie ici qu'on présente, mais on voit que ça permet éventuellement de faire davantage piloter finalement le projet. D'ailleurs ici on a souvent des projets qui affichent en fait une mission avant même de présenter leur service. Voilà, on a cette idée de sortir de l'isolement et rebondir. Donc en fait, finalement, peut-être peu importe l'activité derrière, qui peut être potentiellement reconçue dans le temps, on va davantage s'attacher à inventer de nouvelles choses pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Et donc finalement, c'est une méthode d'évaluation qui est davantage générative, qui fixe moins l'activité dans le temps, et donc qui est plutôt intéressante, même s'il y a encore plein de problèmes, parce que vous voyez comment est-ce qu'on peut imputer le fait que certaines personnes vont retrouver un emploi à l'issue du programme d'accompagnement. Il y a encore des choses qui sont un peu difficiles à accepter, mais du moins, voilà, on est dans une logique où on va davantage essayer de piloter le programme d'innovation. Et juste pour finir, alors je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs du coup dans la salle ou à distance, mais c'est une méthodologie qui est un petit peu qui vaut peut-être la peine d'être regardée, c'est celle qui a été conçue par Improve avec la Fondation Rexel. Donc, elle date un peu, mais c'est un guide que je peux recommander parce qu'il invite vraiment à façonner la façon dont on va mesurer l'impact en fonction de ce que l'on recherche. Donc, il y a cette idée, par exemple, qu'on est plutôt dans une phase d'exploration, ou alors on veut cibler juste un petit impact de notre activité, ou alors vraiment avoir une démarche très complète, finalement, de tout ce que l'on peut faire. Et donc, voilà, donc c'était juste pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais finalement, la question qui se pose, que en tout cas je vous soumets, c'est comment est-ce qu'on peut piloter l'exploration par l'impact, par la mesure d'impact, et dans quelle mesure est-ce qu'elle peut être adaptée aux démarches innovantes. Et donc là, ici, je me permets de présenter ce qu'on a fait avec Mathias à l'occasion d'un projet qui est mené ici par le LLL, qui porte sur la conception, la co-conception d'un outil d'information à destination des professionnels de santé et des patients qui sont atteints de cancer bronchique. Ah oui, mais oui, bien sûr. Mais donc c'est difficile de présenter ce programme en 2 minutes, donc vous me dites si c'est pas clair. Mais donc du coup, l'enjeu, c'est bien de co-concevoir donc cet outil qui est censé changer la pratique des professionnels de santé qui seraient amenés à tester, on va dire, différemment les anomalies génétiques des patients atteints de cancer bronchique. J'espère que c'est à peu près clair. Et donc, finalement, l'enjeu pour nous, ça a été dès le départ, en fait, avant même que... Donc, aujourd'hui, bien sûr, il y a des maquettes qui sont construites. Donc, on arrive, en fait, à avoir une idée de ce à quoi va ressembler l'outil. Mais on a commencé à réfléchir à la mesure d'impact avant ça, quand on était encore en phase d'idéation, on va dire. Ça, je passe. Et donc l'idée, c'était de s'entretenir avec différentes parties prenantes. Donc là, c'était lors des ateliers d'idéation. Donc c'était des ateliers qui visaient à recueillir les attentes des différentes parties sur les fonctionnalités souhaitables de l'outil. Mais c'est aussi des ateliers qui nous ont permis finalement de recueillir quelles pouvaient être les valeurs qui étaient associées par les patients à ce nouvel outil. Je vais juste rebondir sur ce que tu dis et faire le lien avec ce que Samantha disait au début. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok. Ouais, mais je ne monte pas sur scène entièrement. Non, mais c'est juste pour dire que c'est quelque chose d'assez important là, parce que ce que tu as dit au début, c'est que quand on est sur de la mesure d'impact, on va vite avoir envie d'aller vers de l'imputabilité. C'est-à-dire de dire, oui, c'est bien dû à ce programme, et plus on veut aller vers de l'imputabilité, plus il faut des méthodologies pour prouver qu'on a cette imputabilité, et donc ça va supposer qu'on va fermer beaucoup de paramètres. Et si on fait ça trop tôt, on risque de construire une vision de l'impact en chambre pour nous, et donc évaluer quelque chose qu'on n'a pas co-construit. Et donc ces phases-là ici, dans ce projet-là, c'est qu'on essaie de créer les conditions d'une mesure d'imputabilité à terme qui reflète bien la valeur et la création de valeur large et pas uniquement dans notre tête. Et donc il y a une tension dans ces mesures d'impact, c'est si on la définit trop tôt, de manière très rigoureuse, c'est positif ça, hein, mais qu'on n'a pas co-construit cette phase d'indicateur de valeur et aussi de transformation attendue du système, eh ben, ça peut poser problème. Donc par rapport à ce que tu disais là, tout au début, l'évaluation socio-économique qui cherche à mesurer, mais sur quelque chose qui est déjà donné, là on est vraiment sur du pilotage par l'impact, et ce pilotage par l'impact passe par des phases là qu'on va voir très bien dans ce que tu racontais là, hein, c'était pour faire le lien hein, avec ce projet. Et cette question de l'imputabilité, je pense qu'elle est vraiment à retenir, enfin pour nous tous là, parce qu'on en aura besoin à un moment donné, mais si on l'introduit trop tôt, on va escamoter tout ce qui est création de valeur
Vous voyez le problème ou pas? Ouais. Ouais. Bon, voilà, bon, bah, c'était. Sinon, ça sert à rien que je monte sur scène, tu vois. Et donc effectivement, pour avoir ce retour en fait des différentes parties sur cette valeur qui serait générée par l'outil, donc en fait on s'est entretenu aussi après avec ces différentes parties, donc les patients et puis tous les professionnels de santé, enfin pas tous, mais certains professionnels de santé. Donc là, c'est un tableau donc, qui est un peu lourd, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, ont émergé de ces ateliers d'idéation et de ces entretiens des thèmes de valeur qu'on a essayé de nommer, de qualifier. Donc il y avait cette idée, bien sûr, d'améliorer les chances, d'avoir un meilleur accès aux soins. Et puis ensuite, en entretien patient, on a aussi fait ressortir ce besoin d'une mise en capacité, donc c'est-à-dire le patient veut savoir quel test il est pertinent de conduire pour orienter son parcours de soins. Et donc ça, c'est des choses pour lesquelles on n'a pas encore, à cette époque-là, on n'avait pas du tout encore d'indicateurs qui nous permettaient de savoir comment on allait pouvoir mesurer en fait ce thème-là. Mais c'était important de le faire ressortir et après, dans un deuxième temps, de penser à son mode opératoire. Donc il y avait aussi bien sûr des choses sur la relation patient-pro de santé. Donc ici, l'idée c'était d'outiller le professionnel de santé et de faire en sorte qu'il y ait un réel échange sur la bonne stratégie de test et de soins. Par exemple, ce thème-là, il a été très peu abordé par les professionnels de santé, étonnamment. Mais c'est un thème qui est ressorti chez les patients. Donc ce qui montre aussi que les deux parties, que les différentes parties prenantes n'ont pas forcément les mêmes attentes et que c'est important aussi de les confronter et de voir comment est-ce qu'on peut essayer de répondre aux deux points de vue, aux deux regards en fait sur cet outil. Donc ici du côté, alors là c'est plutôt professionnel de santé, je suis désolée, je n'ai pas mis à jour la slide, mais donc du coup on avait par exemple tout cet enjeu d'apprentissage, donc c'est-à-dire que les professionnels de santé face à toute l'innovation qui se crée aujourd'hui en matière de traitement et de thérapie ciblée, il y avait cet enjeu d'être à jour ou de continuer à apprendre pour pouvoir en fait être dans la meilleure disposition pour pouvoir prescrire les meilleurs tests et les meilleurs traitements. En gros, je ne monte pas là. C'est juste pour dire qu'en gros, là, ce qu'on cherche à faire, c'est à ce que chacune des parties prenantes exprime de manière claire la valeur qui peut être créée par le projet. Et après, on s'interroge sur la manière de pouvoir la mesurer. Enfin, déjà, est-ce qu'on la priorise ou pas? Est-ce qu'on la retient? Comment on l'articule aux autres? Et après, il y a une question, comme tu disais, de mesure pour pouvoir voir. Alors évidemment qu'on part avec quand même des idées d'impact au début, avec une sorte de mission, mais on voit bien que quand on va la transformer en indicateur de suivi, on l'explore à mesure qu'on comprend aussi ce qui se joue dans ces transformations souhaitées. Voilà, il y a une part qui n'est pas donnée au début, il y a une part qui est donnée et une autre qui ne l'est pas. Oui, tout à fait. Et en plus aussi, je me permets d'ajouter, donc par exemple... Et à l'époque, par exemple, sur l'atelier d'idéation, il y a des attentes qui étaient formulées qui n'ont pas donné lieu finalement à la création d'une fonctionnalité par l'outil. Donc ça, c'est des choses donc, par exemple, il y avait cette idée de sortir d'un isolement. Est-ce qu'on pourrait finalement avoir une plateforme, un espace d'interaction entre les différents patients sur l'outil, etc. Ça, c'est une fonctionnalité qui n'a pas été retenue, mais que l'on garde en stock pour avoir une idée finalement de ce que peuvent attendre les différentes parties et peut-être aussi sur le développement futur de l'outil. Donc ça, c'était la première étape. Et puis, dans un second temps, à mesure que aussi les fonctionnalités de l'outil commençaient à se préciser, on a tenté de comprendre quelles pouvaient être les situations d'utilisation de l'outil. Donc, c'est-à-dire essayer de rentrer finalement dans la tête des différentes parties pour savoir dans quel environnement allait être mobilisé l'outil, dans quelle configuration précise, pour pouvoir ensuite se demander qu'est-ce que ça allait changer concrètement dans la vie de tous les jours finalement des différentes parties. Et donc là, ce qu'on a fait, donc là je passe aussi, mais alors ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a essayé donc par exemple de décrire les grandes étapes ici du parcours du point de vue patient. Donc je vais pas forcément le détailler, mais vous voyez que par exemple il y a ce gros événement qui est le rendez-vous d'annonce. Donc c'est le moment où par exemple c'est le moment où le patient ou la patiente apprend que en fait il ou elle a un cancer bronchique. Et donc là, on s'était dit en fait avant même de parler avec le patient que ça allait être un moment génial, génial pour l'utilisation de l'outil. C'est le moment où ils allaient se plonger en fait dans ce que pouvait, tout le contenu en fait qui allait être présent sur l'outil, pour comprendre sa maladie, les concepts de mutation, d'actionnabilité, éventuellement de testing, etc., pour qu'ensuite il soit outillé dans le reste de son parcours. Et donc ça je le prends comme exemple parce que donc on a eu tout un sprint design qui s'est déroulé en octobre.
c'est quelque chose qui, en fait, a été un peu remis en question par les patients. Donc, on a confronté, bien sûr, toutes ces hypothèses-là auprès des patients. Et donc là, il y a des patients qui nous ont dit, mais attendez, quand on sort d'un rendez-vous d'annonce, de toute façon, on n'a pas écouté ce que nous disait l'oncologue parce qu'on était trop sous le choc. Et donc, en fait, c'est un peu illusoire de penser que juste après ce rendez-vous-là, tous les patients, du moins, allaient pouvoir avoir cette capacité d'être dans une disposition d'apprentissage, finalement, sur leur propre maladie. Et donc, du coup, voilà, c'est à ça que servait aussi ce dispositif-là. À nouveau, juste, on m'a incité à prendre la parole, alors je le fais. Mais bon, là, on est sur un cas médical. Vous venez pas tous du médical. Peut-être ça peut vous dire, ouais, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ce qu'il faut retenir, à mon avis, ici, qui est très important, c'est toujours avec ce message c'est que quand on veut avoir de l'impact, on peut évaluer à la fin si on l'a ou pas. Et souvent, je vous ai dit, si on veut avoir de l'imputabilité, c'est des méthodes qui sont assez rigoureuses, enfin un peu dures, assez fermées, quoi. Et généralement, quand on utilise ces méthodes-là, on mesure, c'est le plus souvent, hein, qu'on n'a pas cet impact entièrement, pour X raisons. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On critique du coup ces types d'approches-là, on dit qu'elles ont une validité externe faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable derrière de prendre une décision éclairée. C'est-à-dire qu'on, OK, ça n'a pas marché comme on voulait autant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, premier point. Alors maintenant, la doctrine, c'est de dire, on va avoir des méthodologies mixtes, c'est-à-dire qu'on va coupler ces approches-là avec des études plus qualitatives pour essayer de comprendre pourquoi on n'en a rien ou pourquoi on n'en aurait pas. Mais dans les deux cas, on va avoir une incompréhension à la fin d'un projet. Et vous avez vu sur le truc, c'est bien à la fin. C'est une fois qu'il y a des effets qu'on peut les observer. Et donc, c'est très tard, en fait. Et en gros, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que si on veut avoir des projets à impact, cette question de l'impact, elle doit intervenir très tôt, et c'est ce qui s'est passé dans ce projet-là. Et il y a tout un tas de points ici là qu'on analyse sur les scénarios d'usage qui pourraient limiter l'impact en termes de reconfiguration, de structuration des rôles, de développement des compétences, d'appropriation, que si on n'intègre pas très tôt, on n'anticipe pas, alors on mesurera à la fin, ah bon, on l'a pas, on fera une étude qualitative d'entretien, ah bah c'est parce que les gens finalement ils n'avaient pas compris que gna gna gna, et voilà. Et donc on a fait un projet pour pas rien mais pas loin. Et en plus, l'évaluation. Alors, le projet va coûter cher. L'évaluation rigoureuse pour arriver à prouver qu'on ne l'a pas vraiment à la fin va coûter très cher. C'est souvent très lourd. Et en plus, c'est qu'une étude qui ne coûte pas souvent trop cher de qualitative. Tout ça pour dire, bon, bah, finalement, oui, il y a un problème sur les scénarios d'usage. Les gens n'ont pas compris ou on n'a pas pu les accompagner. Ça, on aurait pu l'anticiper beaucoup plus, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une baguette magique, hein, mais ça veut dire que de nouvelles approches, pour créer et maximiser de l'impact et avoir de la valeur créée pour un maximum de parties prenantes, elle cherche à intégrer ce pilotage de l'impact très très tôt, et ça passe par des phases où on exprime la valeur, où on la positionne dans des scénarios d'usage, ce qui vient un peu du design, hein, c'est clair, hein, très détaillé quand même, où on fait réagir ce que tu présentais là, ici, là, les gens dessus, de sorte qu'on anticipe et qu'on comprenne vraiment ce qui va se passer derrière. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la santé. C'est un vrai projet qui a eu lieu sur déjà pris sur les permis de conduire. C'était 10 000 permis de conduire pour les jeunes, avec l'idée que le donner accès au permis de conduire, ça allait leur permettre de s'insérer plus rapidement dans l'emploi. C'est pas une idée qui est venue comme ça de manière farfelue, c'est que les méta-analyses, comme on dit, qui venaient des pays anglo-saxons prouvaient qu'il y avait un impact d'insertion. Donc on le déploie en France, on lance l'expérimentation, 2 ans. On finance, c'était 1 200 €, je crois, sur les 1 500 du permis de conduire pour, je sais plus, sur les 10 000, il y avait 10 000. Après, il y a eu il y a eu un lot, donc il y a eu le financement et un groupe contrôle, comme on fait dans ces expérimentations qui n'avaient pas le financement. Ça dure 2 ans et on remarque qu'il y a les gens qui ont eu le financement ont davantage passé le permis de conduire, mais c'est d'ordre de 18%. C'est pas énorme par rapport aux autres, c'est quand même un impact, hein. Donc ils passent le permis de conduire. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont un emploi mieux ou plus tôt? La réponse, non. Pas du tout. Aucun effet en 2 ans. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est contradictoire avec les méta-analyses. Aucune réponse de cette étude qui dit juste non, on l'a pas, on l'a mesuré, on n'a pas. Heureusement, ils avaient une méthode mixte, donc ils ont lancé une étude derrière qui a été financée. Sinon, vous n'avez pas le financement, hein, c'est fini, hein. Là, ils ont enquêté, et avec des entretiens, ils apprennent finalement les jeunes qui avaient passé le permis de conduire, mais ils avaient été plus exigeants, et donc ils avaient repoussé. Parce qu'ils avaient le permis, ils se sont dit qu'ils allaient chercher davantage, plus loin, d'autres missions. Ils avaient repoussé, donc ça a eu un délai supplémentaire dans le choix des emplois. Quand on le dit comme ça, on se dit ah bah oui, pourquoi pas. Mais juste pour ce truc-là,
qui en fait aurait pu être regardé avant. Si vous avez le permis, vous feriez quoi? Enfin, on aurait pu demander quel est l'intérêt. Et les jeunes, si on avait fait l'atelier sur les valeurs, ah ben je vais pouvoir mieux choisir mon ceci, mon boulot. Peut-être, je dis bien peut-être qu'on aurait pu anticiper. Mais vous voyez bien, c'est vraiment de ça dont on parle. Là, c'est un cas dans la santé, mais c'est vrai dans d'autres domaines. Le cas dont je parle, il est documenté, vous le trouvez sur Internet, hein, c'est un vrai cas. Et il y a cette question-là hein, qui se pose. Donc évidemment qu'on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas d'évaluation quantifiée à la fin, c'est pas ça qu'on dit. C'est-à-dire que si ça intervient trop tôt, et si surtout c'est pas complété avec un vrai pilotage par l'impact, alors on risque d'avoir des transformations un peu étriquées ou pas du tout, et on ne saura pas quoi en faire en plus après quand on aura évalué qu'on n'a pas ce qu'on veut. Voilà, c'est pour compléter. Oui, oui, et ben, peut-être juste pour finir, je vais tenter d'aussi illustrer cette idée avec, encore une fois, avec le cancer bronchique, parce que dans ce cadre-là, en fait, il y a cette attente de certaines parties prenantes de produire certains tests, de produire certains indicateurs qui vont porter d'une part sur la prescription des tests, sur la prescription de traitements. Donc, est-ce qu'on pourra observer effectivement l'augmentation des volumes de tests, du nombre d'anomalies moléculaires actionnables testées? Donc, ça, c'est les fameux indicateurs quantitatifs qu'on pourrait mesurer. Mais en fait, donc, on a eu cette discussion avec Mathias pour pouvoir s'assurer qu'on observera une augmentation significative de ces différents éléments. Ça suppose plein de choses. Et donc, du coup, on a tenté, donc là, je vais peut-être finir là-dessus, mais on a tenté à un moment d'essayer de savoir quels pourraient être les différents verrous, enfin les différentes, en tout cas ici, qu'est-ce qui pourrait poser problème, qui ferait qu'à la fin, par exemple ici, on n'aurait pas toutes les mutations actionnables testées pour chaque patient sur le territoire qui va être sélectionné pour l'expérimentation. Et donc là, je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez que déjà, ça suppose plein de choses. Ça suppose que l'outil soit connu et qu'il soit accepté aussi par les professionnels de santé, qu'ils en voient vraiment l'intérêt, ce qui n'est pas toujours... Ça a aussi été discuté pendant le sprint, parce qu'il y a d'autres référentiels qui existent à côté, donc ça suppose de bien mettre en évidence l'apport, enfin la valeur qui est générée par l'outil pour le professionnel de santé. Ensuite, que celui-ci l'utilise de la bonne façon, donc pour trouver l'ensemble des mutations actionnables. Donc ça, c'est ce qui a trait à la pratique individuelle. Et puis après, d'un point de vue organisationnel, on voit qu'il y a plein de choses qui potentiellement pourraient mettre en péril finalement la bonne mesure de ces indicateurs quantitatifs. Donc là, voilà, le fait que peut-être qu'en termes financiers, on n'aurait pas les capacités pour pouvoir conduire l'ensemble des tests qui seraient souhaitables de conduire, le fait qu'il n'y ait pas les capacités logistiques pour pouvoir faire en sorte que toutes les biopsies en fait, qui sont prélevées sur les patients circulent sur le territoire, qu'elles soient testées par les laboratoires d'analyse, que ces laboratoires aient bien toutes les capacités en termes d'équipement et de personnel pour pouvoir les tester, etc. Et donc, je vais peut-être m'arrêter là et après te laisser la parole. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie, si c'est clair. Ok. Je te mets tes slides. Ah, c'est gentil comme tout. Ouais, il y a plein de trucs. Oui, il y avait des encore. trucs, mais c'était... Ouais. J'avais les cheveux plus longs à l'époque. Hein. Ouais. Non, mais en fait, bon là, c'est... merci beaucoup d'ailleurs de me passer la parole et puis de m'avoir invité pour que je puisse présenter un travail que... Alors, je le montre, hein, il est là. Il y en a plein pour vous aussi, en plus. Ça. Ouais. C'est un livre qu'on a coécrit avec des copains, bien sûr. Hein. Stéphane Gauthier, qui est designer et avec qui j'ai eu le plaisir de travailler longtemps à l'ANSI, une école de design. On copilotait un master spécialisé Innovation by Design. Et puis Constance Leterrier, qui était une ancienne élève, hein, qui a travaillé après dans l'agence de Stéphane. Et Mathieu Cézanneau, qui lui est ingénieur, designer et qui est associé de Stéphane. Voilà. Alors, pourquoi je vous présente ça aujourd'hui et après ce qu'on vient de dire là? C'est que précisément, je viens de vous évoquer le fait que quand on veut avoir des projets à impact, vraiment, c'est pas simplement une fois que c'est fait, aller mesurer est-ce qu'on l'a ou pas, il faut intégrer cette question très tôt dans les projets. C'est ce qu'on a fait sur le cancer bronchique. C'est pas du tout contradictoire avec l'idée de se dire qu'à un moment donné, il y aura même un tiers extérieur qui viendra mesurer si on l'a ou si on l'a pas. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Mais ce qui est important, et ce qu'on a vu, c'est que quand on veut innover, amener des nouvelles solutions et qu'elles soient avec des impacts, eh ben, il faut l'intégrer le plus tôt possible et piloter par l'impact. Ça, c'était le message, je crois, auquel je souscris, qu'on a donné durant le premier temps. Ça, c'est clair ou pas? Ouais, parce que... Alors, comment il fonctionne celui-là? C'est ce qu'il est dans la flèche du bas, ça va bouger? Ah ouais, c'est bon. OK. Donc le livre, il parle de ça. Alors on parle de proof making. Pourquoi proof? Parce que, alors c'est un clin d'œil. Vous savez que les approches d'habitude d'impact, on les appelle plutôt evidence-based
Et après, on rajoute, ça peut être n'importe quoi, management, evidence-based, policy making, evidence-based, médecine, etc. Ce qu'on appelle fondé par les preuves. Là, l'idée, c'est de jouer avec... donc, evidence, c'est une preuve empirique, c'est très anglo-saxon, c'est l'idée que vous allez trouver un truc très concret qui va prouver que oui, oui, vous avez bien ce que vous avez dit que vous voulez. Là, il y avait donc c'est des approches qui apportent les approches evidence-based, hein, bien sûr des éléments, mais qui ont été souvent un peu discutées parce que on n'a jamais cette preuve de l'imputabilité réelle dans les systèmes ouverts. On peut l'avoir sur des systèmes très fermés, mais dans des systèmes ouverts, c'est toujours très difficile d'isoler des écosystèmes, d'isoler tout un tas de variables. Donc on le fait dans une certaine mesure, mais quand ce que je viens de vous dire, c'est que quand on le fait, parfois ça aide pas à prendre des décisions et à transformer. Il y avait une devise par certains critique de ces approches qui disait, mais en anglais ça marche bien, hein, The purpose is not to prove, but to improve, en bon français, anglais. Donc le but, c'est pas de prouver uniquement, prouver que c'est A ou on l'a pas, mais c'est d'améliorer, improve. Nous, on joue avec le jeu prouver et éprouver, faire l'épreuve de, et donc on a ce jeu de mots en français qui marche très bien pour nous ici, c'est qu'on va essayer de créer des situations où on fait l'épreuve de là où on en est, et de voir si dans ces situations d'épreuve, la valeur qui était anticipée, elle est réellement là ou pas, et comment on peut la maximiser pour tout un tas de parties prenantes. Donc on est vraiment dans cette philosophie-là. Ah oui, j'avais rajouté ça aussi. Ah oui, c'est pour dire aussi que dans les méthodes d'évaluation, généralement, en fait, quand on parle d'évaluation d'impact, on est en train de se dire qu'il faut rendre compte, ce qu'on a vu, hein, on va avoir donc ces fameuses évaluations ou expérimentations qui permettront de dire oui, bah, on a bien utilisé l'argent, en particulier dans le domaine public, quand la Cour des comptes fait une évaluation, elle se situe en haut, hein, que nous, on va être vraiment dans plutôt évaluer pour transformer. Et évidemment que tout ça, ça circule, hein. Ici, on est plutôt sur la valeur créée dans un projet et où on est. Ici, on est sur est-ce que tout ça contribue à des enjeux plus larges, etc. Ça, j'avance, c'est pas. Alors, pourquoi cet ouvrage? Bon, j'ai déjà dit un peu. Je vais essayer de vous dire aussi qu'est-ce que ça peut vous apporter si vous avez envie de le lire et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Alors, déjà, le but, c'était... Alors, il y a cet enjeu d'évaluation, mais nous, tout simplement, on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de méthodes d'évaluation. Là, j'en ai mis voilà, le design thinking, le lean startup, la méthodologie agile. Alors, l'agile existait avant, hein. On va dire que lean startup est arrivé un peu après le design thinking. Aujourd'hui, il y en a plein. Et en même temps, il y a de plus en plus d'échecs. C'est-à-dire que les taux d'échec des évaluations, vous allez avoir du mal à le lire là, mais on dépasse les 80% d'échecs des projets. Donc c'est ce que je vous dis, quand on fait l'évaluation derrière, la plupart du temps, on constate ça ne marche pas. Ça ne marche pas ou ça s'arrête. Ça, c'est une constante, que ce soit entreprise publique ou privée. Ce n'est pas que dans les grands projets ou l'innovation sociale, de toute façon, ça ne marchera jamais. Non, ce n'est pas ça. C'est dans le privé, les projets commerciaux, pareil. Il y a énormément de taux d'échec. Alors qu'on a de plus en plus de méthodes. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on arrête avec les méthodes, qu'on passe à des trucs un peu fous? Alors nous, dans le lire, on dit, bah non, non. Par contre, il faut intégrer des éléments beaucoup plus tôt et surtout de manière un peu progressive. On a une notion qu'on utilise souvent, c'est il faut construire la maturité d'un projet progressivement. Typiquement, il faut se poser des questions. Il y a un ordre logique. Ce n'est pas un ordre chronologique. Le projet, évidemment, qui va plutôt suivre dans la vie d'un projet, c'est ça. Mais il y a un ordre logique dans la façon d'aborder les questions. Encore une fois, si on va trop tôt sur des questions de mesure d'imputabilité, c'est pas la bonne manière, en tout cas pour nous, de faire dans un projet d'innovation qui recherche de l'impact. Et donc souvent on dit, bien sûr qu'il faut garder la méthode, mais plutôt que de suivre une méthode qui est déjà positionnée, il faut procéder avec méthode, et donc faire de la méthode un espace d'invention aussi. Et donc il y a 3 mots-clés dans l'approche qu'on défend, où on parle d'ailleurs aussi de preuves, et non pas de données probantes, mais d'artefacts probants, qui vont permettre d'amener des éléments de preuve. Donc le premier mot important, c'est en haut, usage. Donc ça vient de notre background autour du design, mais pas que, hein. Et ça revient sur l'exemple de Samantha qui a été donné là, sur ces descriptions des scénarios, films, de la valeur, toutes ces questions-là, hein. Ça, en fait, l'autre mot qui est associé, qui est hyper important, c'est qu'au début, on n'a que des hypothèses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire l'hypothèse, justement, qu'on a des vérités sur ce que c'est. Et donc, il y a une part qui va devoir être confrontée à des situations réelles. Ça va trop vite. Là. Tac, tac, tac. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ces hypothèses-là, il faut les confronter, il faut les tester.
Et le propre de cette approche, c'est de montrer qu'il y a tout un tas d'inventions et d'artefacts. Alors, ce que j'appelle artefacts, ça peut être un storyboard, ça peut être un prototype, ça peut être une maquette, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Prototype plus ou moins fonctionnel, un démonstrateur. Des choses, une simulation, des choses qui vont être mises dans une situation réelle pour l'augmenter, en fait. On a des situations augmentées. On ne fait pas que observer est-ce qu'on a ou on n'a pas. On va transformer. On a un projet de transformation. Hein. Et ces situations-là vont nous permettre d'avoir des données réelles qui nous diront des éléments de preuve pour après guider des transformations. Donc c'est le dernier mot important, c'est qu'on est sur des projets qui visent à transformer les situations. On n'est pas simplement là pour observer, encore une fois, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas ce qu'on attendait. On est dans un moment, donc c'est une activité de conception, et on est en train de transformer. Et donc, quand on veut en train de transformer, il y a d'inattendu qui va apparaître. Et cet inattendu, chez nous, il a un nom, on appelle ça des inducteurs, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de prendre appui. Alors, typiquement, vous êtes dans une situation, vous commencez à échanger avec vos utilisateurs, ils utilisent un prototype, et vous vous rendez compte qu'ils font toujours le même geste, je ne sais pas, ou ils ont toujours la même réaction. Et que ce truc qu'ils sont en train de faire, peut-être, ça permettrait de reconfigurer des éléments d'un parcours client, par exemple. Et vous allez essayer de tester si réellement vous pouvez vous appuyer là-dessus pour transformer beaucoup plus loin et avoir davantage d'impact. Donc ces moments-là, on le pilote avec en tête qu'on veut avoir de l'impact maximisé, mais on va essayer de l'étayer par des évaluations pour voir est-ce que oui ou non, il y a un pouvoir pour reconfigurer la situation telle qu'on le voudrait. Et donc ça, c'est un point important parce que ça indique ici qu'on va avoir des logiques d'évaluation qui visent une transformation et pas uniquement à se dire est-ce qu'on a ou pas déjà. On ne l'a pas encore, on est en train de le construire. Il sera bien temps plus tard, si on a réussi à transformer, qu'on a une nouvelle situation qui nous paraît vraiment hyper intéressante, de mesurer est-ce qu'on l'a tout le temps, est-ce qu'on l'a de manière dans différents endroits, etc. Donc c'est un peu ça l'idée de base. Okay, on part de situations d'usage, c'est que des hypothèses, c'est tiré par la valeur d'usage et aussi par une valeur d'impact. On essaye d'avoir le maximum de situations réelles qui sont des situations d'épreuve. Donc ce jeu sur épreuve, parce qu'on veut en tirer un maximum d'éléments, de données, d'éléments de preuve pour convaincre qu'on peut avancer dans une direction et une visée transformative. Ça va, c'est clair ou pas? Ouais. Alors je donne un petit exemple qui n'a rien à voir parce qu'on est dans un exemple grande conso qui n'est pas à impact apparemment, mais pour vous montrer que dans n'importe quel projet précisément, parce qu'on a parlé de cancer bronchique, on voit tout de suite les impacts sociétaux. Là, on se dit bon, la colle. Mais pour vous montrer qu'il peut y avoir de la transformation partout en fait. Un cas très simple qui est dans le livre, c'est le premier, c'est un cas longitudinal. Pourquoi je le prends? Parce qu'il est typique des organisations qu'on a construites dans la deuxième moitié du XXe et qui abordent le XXIe siècle avec des difficultés pour traiter l'innovation. On a Patex, qui est une gamme donc, qui est dans le groupe Henkel, hein, qui est pas une gamme, qui est une marque, et qui développe une gamme qui s'appelle Niclou Nivis. Vous connaissez cette Niclou Nivis? Voilà, Patex, voilà. Bon, la directrice marketing France produit, c'est important, hein, produit, pose une question à notre ami Stéphane, qu'on connaît, qui était à l'époque chez Plan Créatif, qui était une grande agence de design, planning stratégique. Notre gamme, Niclou Nivis, elle stagne. Donc on est il y a une dizaine d'années, on est en 2010. Hein. Elle stagne, on a 17 cartouches, ça se vend pas bien. Nos équipes marketing là sont un peu au bout de ce qu'ils peuvent produire. Aidez-nous à faire une nouvelle cartouche, donc la 18e, pour dynamiser la gamme. Ça, c'est typique comme question du marketing de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'est construit sur ce qu'on appelle la méthodologie du New Product Development, donc le développement de nouveaux produits, qui était très très connu, qui était comme aujourd'hui on parle beaucoup de design thinking, mais à l'époque c'était NPD, du Product Development, le fameux entonnoir de l'innovation, c'était ça. Hein. Et donc on fait un nouveau produit pour dynamiser une gamme, et on dit bah voilà, faut faire un produit qui va détonner. Est-ce que quand on pose cette question-là, on raisonne impact pour nous alors là, je ne parle pas de la société, mais pour nous, les utilisateurs, bah non. Loris, il connaît le cas par cœur, il se dit alors voilà. Alors la première chose, donc j'ai dit usage, bah, tout bêtement, si on se met à reformuler en disant on va peut-être mettre les utilisateurs dedans, c'est un minimum, c'est eux. Et donc se dire, là c'est vraiment tout bête, hein. Plutôt que de dire faisons la 18e cartouche, qui est le regard de l'opérateur qui lui veut dynamiser la gamme, simplement changeons la question et formulons cette nouvelle question. Comment faire de la colle un produit de référence pour les bricoleurs d'aujourd'hui? Alors déjà, tout bêtement, première chose qu'ils vont réaliser, alors au début ils n'aiment pas, hein. Ils disent bah non, oui les bricoleurs, d'accord, bah oui ils utilisent, mais nous ce qui compte c'est le produit.
Donc il y a un problème vraiment hein, de manière de penser, de schéma mental. Mais ce qu'ils apprennent très vite, et c'est en allant, parce qu'au début, ils ont un peu de mal, quand on leur dit en plus, mais vous connaissez peut-être pas les bricoleurs, bah si, on a des études de consommateurs, on sait bien, mais non, là, ils voudraient, on les connaît. Bah oui. Déjà, ce que vous avez remarqué, qu'en fait, c'est pas des bricoleurs, mais c'est des bricoleuses qu'il y a de plus en plus. Ah, oui, on a vu, c'est vrai. Oui, mais est-ce que vous avez remarqué que ça allait changer des éléments? Bah non, voilà, elles achètent. Bah si, parce qu'en fait, donc première étude, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont donc pour pouvoir, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il va y avoir une étude sur le système, les parties prenantes. Donc il y a, je vous donnerai des éléments un peu après, hein, mais ils réalisent que donc il y a en fait de plus en plus de bricoleuses, que ces bricoleuses en fait, pour des raisons culturelles, il n'y a pas eu de transmission avec un papa forcément ou un tonton, ce que vous voulez, des hommes en gros, qui d'ailleurs ne transmettent plus non plus à leurs fils. Et donc les femmes, on est en 2010, quand elles vont elles bricolent et quand elles vont pour faire des projets de bricolage, elles vont dans les grandes surfaces de bricolage, jusqu'ici il n'y a pas de surprise, et elles posent des questions à qui? Aux vendeurs ou à la vendeuse, parce qu'il y a de plus en plus de vendeuses aussi. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, c'est que le vendeur ou la vendeuse, elle conseille une solution mécanique. Donc ça, première chose, bah oui, d'accord. Mais nous, ça ne me concerne pas. Je suis la direction produit. Là, vous me parlez donc la direction marketing dit, mais c'est pas moi. Là, vous me parlez de la distribution. La distribution, c'est une autre direction. En plus, la direction de distribution, de mémoire, elle est en Allemagne. C'est pas nous. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Ce que dit là l'approche, c'est que, attention, dans vos scénarios d'usage, le prescripteur qui est le vendeur, qu'est-ce que vous faites pour lui? Bah, rien. Je vous dis, c'est pas nous. D'accord. Bon, et ça, c'est typique des modes d'organisation. C'est pour vous dire, quand on est sur un système, il n'y a pas simplement moi, mon idée, mon impact, il y a tout le système qui est derrière. Et c'est vrai aussi sur les relations entre le patient, le professionnel. C'est pas moi, lui, il n'a rien à dire. Tout ça, ça va jouer dans votre projet. Et il faut l'anticiper très tôt. Donc la directrice, elle n'est pas hyper emballée par cette idée-là. Donc qu'est-ce qu'ils font pour lui prouver que si, il y a bien un problème? Ils montent une expérimentation, mais là, qui n'est pas pour mesurer est-ce qu'il y a un impact ou pas, pour lui prouver que oui, le prescripteur, il a, alors pour le coup, oui, il y a un impact, mais sur un truc très précis qui est la décision d'achat, qu'eux, ils analysent autrement. Alors au début, elle ne veut pas payer, elle va un peu embêter, puis ils montrent que ce n'est pas si cher, qu'on peut le faire à moindre coût. C'est aussi l'idée d'avoir des expérimentations frugales. Et ils créent avec un panéliste, parce qu'il faut qu'il y ait de la rigueur là, donc un panéliste. On a un panel représentatif d'acheteurs dans plusieurs endroits. On leur donne le même montant à tous, je crois que c'était 100 ou 200 euros, je ne sais plus, mais dans le bouquin, c'est précisé. Et on leur dit, allez acheter ce qu'il vous faut pour accrocher un miroir vague. Typique. Et on les observe, on suit, on documente tout, on prend des chiffres, on mesure, on prend des photos. C'est l'étude qui est ici. Qu'est-ce que montre l'étude expérimentale hein? C'est que je crois que c'est 80 ou 90% des cas, la personne vient, il y a un cas où la personne elle va aller acheter d'elle-même une solution mécanique, mais sinon ils ne savent pas. Ils vont demander à un vendeur ou une vendeuse. Et le vendeur va dire « Ah ben oui, il l'emmène au rayon avec les vis et les trucs, et il leur vend une solution mécanique. » Il n'y a quasiment aucun cas où la personne va les regarder et où même cette solution-là va être envisagée. Donc on voit bien qu'il y a un scénario qui pose problème et que s'ils veulent dynamiser, il y a peut-être quelque chose qui se passe quand même vraiment au niveau du prescripteur, parce que c'est dans 80% des cas, c'est lui ou elle qui joue le truc. Donc avec ces données-là, elle dit « Ah ouais, quand même, je ne pensais pas que c'était aussi massif. » Donc bon d'accord, alors on va travailler là-dessus. Donc il y a une remodélisation de la cartographie des parties prenantes. On réintègre le prescripteur qui avait été tenu à l'écart dans toutes les stratégies d'innovation, parce que c'était pas eux, c'est la direction produit, c'est pas la distribution. Et je vous passe tous les détails parce qu'il va y avoir des ateliers d'idéation, d'autres d'expérimentation. Tout ça fait qu'à la fin, on aboutit sur un projet qui n'a rien à voir avec une 18e cartouche, mais qui devient en fait un espace démonstrateur, à nouveau un artefact, pour former les vendeurs et les vendeuses des grandes surfaces de bricolage et leur faire prendre conscience que la colle, ça peut servir dans des projets. Parce que l'étude avait révélé que les imaginaires de la colle, c'est plutôt l'enfance, c'est pour réparer, c'est pas pour construire, enfin, tout un tas d'éléments comme ça qu'ils ignoraient en fait. Ils ne regardaient pas ça du point de vue marketing. Et donc ça arrive à cet appart Patex dans lequel il y aura un huissier, donc il y a 7 espaces, 7 pièces, des murs collés, tout est collé, il n'y a rien à éclouer, tout est collé, il y a une salle où tout est à l'envers sur le côté, c'est un truc assez démon, voilà, on les plonge dans un univers assez fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut déjà se demander est-ce que ça a eu de l'impact ou pas. Donc ça, on peut le mesurer. Donc là, on mesure, on prend des indicateurs, nombre de personnes qui sont venues, 98% des distributeurs sont venus, plus de 20 000 visites sur le site depuis 2010, c'était dans les 2 ans après, donc c'est explose, il y a des visites dans tous les sens, tout le monde vient se former ici. Tous les distributeurs envoient leurs vendeurs, leurs vendeuses là-bas pour aller voir le lieu.
Et par rapport au chiffre d'affaires d'objectif de dynamisation de la gamme, c'est-à-dire que c'est un delta par rapport à une augmentation déjà envisagée. On ne connaît pas les chiffres, nous, elle ne nous l'a pas dit. Mais si elle avait, en gros, visé 10% d'augmentation grâce au projet, elle aurait eu là 27. Donc elle a plus 17% de chiffre d'affaires. Voilà, donc là, on est un peu dans les indicateurs de chiffrés. On n'est pas dans du sociétal, mais voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là, on va le voir. Et je fais du teasing. Juste pour vous dire que des histoires comme ça, en fait, où on a plein de boucles comme ça, entre on s'interroge sur la valeur que ça a, quel sens ça a, la signification d'un projet, on le traduit dans des scénarios d'usage, on s'interroge sur la viabilité de ces scénarios-là, pour pouvoir guider des transformations derrière assez importantes. Ben ça, en fait, dans le livre, vous allez avoir plein d'histoires comme ça, dans des domaines où il y a un peu plus de technologie, dans des domaines où il y a un peu de santé, Zibres Covid. Ça, c'est le cas où le masque Covid, le masque de Decathlon a été utilisé dans des projets internationaux pour pouvoir servir de respirateur ou de protection. Il y a des choses sur de l'énergie de mobilité, technologie de rupture avec de l'hydrogène. À chaque fois, on a ce même type de méthodologie qui se met en place où on pilote l'expérimentation très tôt avec l'idée de maximiser les transformations. Donc je vais vite. L'idée de base qu'il y a derrière toutes ces histoires, et donc je vais vous donner, je vais continuer, j'ai fait un teasing exprès, mais je vais vous donner la fin mot de l'histoire du cas Patex. Mais l'idée de base qu'il y a derrière toutes ces histoires-là, c'est qu'on pilote avec une notion de niveau de maturité. En gros, quand vous êtes sur un projet qui a un nouveau concept, c'est ce que disait Samantha juste avant, le milieu associé à ce concept innovant, c'est-à-dire le milieu organisationnel, social, il n'est pas structuré pour l'accueillir. Sinon, ce n'est pas une innovation. S'il était déjà tout disposé à l'accueillir, c'est que vous n'avez rien changé. Oui, ça s'inclut, c'est comme une pièce dans un puzzle, il n'y a pas de nouveauté. Dès lors que vous avez un concept nouveau, forcément, le milieu, derrière, il est impacté. Et c'est ça, en fait, qu'il faut anticiper pour avoir de l'impact dans ce milieu-là. Sinon, vous allez avoir un impact qui est limité, où vous mesurez qu'il n'y en a pas et vous essayez de comprendre pourquoi il n'y en a pas. Et vous avez dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Et donc, en fait, les mots-clés, c'est maturité d'un concept. À mesure qu'il va mûrir, on va comprendre de plus en plus comment il peut créer de la valeur, mais on va voir aussi qu'il y a une maturation du milieu associé idéal qu'on imagine derrière. Et que ça suppose de le tester. Il y a des méthodes donc, de test pour pouvoir avoir ce couple concept-milieu associé, comment il mûrit dans un projet et où on peut piloter par l'impact très tôt. Donc bien sûr, dans le livre, vous aurez aussi, alors la moitié du bouquin, même plus, c'est des fiches pratiques. Donc ça, pour vous dire que c'est pas que de la théorie. Il y a des fiches pratiques, comment faire le brief du moment en intégrant l'usage, comment organiser les observations in situ, mesurer, créer des hypothèses pour pouvoir les tester, inventer des protocoles en conditions réelles, avoir des grilles d'analyse multicritères, telles que nous on a pu le faire par exemple, et qui intègrent l'usage, là, utiliser des grilles d'évaluation multicritères, évaluer ce qu'on appelle les MVP, ça vous devez connaître, les Minimum Viable Product, et comment on peut consolider ces preuves dans une narration pour pouvoir transformer. Ça c'est, à nouveau, je fais de la pub pour les livres. Il y a aussi derrière des concepts, là je vais aller un peu vite, mais je vais surtout l'illustrer avec mon cas, et c'est là que je vais vous montrer jusqu'où on va en termes de transformation. En fait, en gros, je vous ai dit, nous on utilise le mot proof pour pouvoir faire un clin d'œil à la question de la preuve, evidence. On est conscient que quand on est sur des projets où on veut prouver qu'on va vers quelque chose qui marche, il y a plein de traditions qui existent, en particulier la tradition médicale. Ici, en fait, nous, on a montré qu'en fait, ces traditions, on peut les positionner finalement par rapport au temps. Est-ce que ce dont vous parlez là, ça existe déjà? C'était le cas des évaluations socio-économiques. Le truc est donné, on veut mesurer si ça existe ou non. Est-ce qu'il est là devant vous et c'est une expérimentation en temps réel, il n'est pas encore stabilisé? Ou est-ce que carrément il est en phase de construction, de conception et il n'est pas encore là et vous voulez essayer d'avoir des éléments plus prospectifs? Donc on a des types de preuves qu'on appelle rétrospectives. Si vous voulez, oui, ça a bien eu lieu, oui, vous pouvez étayer qu'il y a bien il est bien arrivé ce qu'on pensait qu'il est arrivé. Preuve expérimentale, c'est plutôt dans un temps donné, ici, temps réel. Donc on a une preuve que, en suivant des paramètres, des indicateurs, qu'on a bien ce qu'on pense avoir. Preuve prospective, c'est on a des preuves que, par exemple, les trains fonctionneront bien demain. On a des modèles de prévision. Ça peut servir dans des projets à faire des choix, par exemple techniques, en disant il y aura tant de niveaux de flux. Oui, on l'a prouvé en simulation. C'est des preuves en laboratoire, par contre.
Et puis, il peut y avoir des preuves qu'on appelle formelles, c'est de la logique pure, là, c'est en dehors du temps. On fait des analyses de systèmes complexes, d'analyses de processus, voire des raisonnements. Hein. Donc, des exemples de ça, en rétrospectif, j'avance un peu plus vite. Bah, nous, hop, là, dans le cas de la colle Patex, c'est tous les éléments qu'on va collecter pour pouvoir comprendre les imaginaires, la valeur qui s'y a derrière la colle, et arriver à montrer qu'aujourd'hui, la direction marketing n'a peut-être pas les bonnes représentations, les bons référentiels de valeur. C'est ce qu'on fait aussi dans le cas cancer bronchique quand on interroge les gens et qu'on va travailler sur la valeur qu'il y a derrière et sur qu'est-ce qu'on attend comme type d'impact. Donc là, on va documenter, donc il y a toute une logique connue hein, pour amener des éléments de preuve. En prospective, ça peut être, si on imagine qu'est-ce qu'on aimerait avoir à terme, comment est-ce qu'on peut avoir une hiérarchisation, étayer ces hypothèses avec ou des simulations ou des dires d'experts. Il y a la question de comment on peut prioriser en fait ces différentes hypothèses de transformation. Dans l'épreuve formelle, ça va être tout ce qui est l'analyse et de raisonnement qui va être présenté à des interlocuteurs pour pouvoir leur prouver que oui, par A plus B, aujourd'hui, il manque un acteur, par exemple. Donc, typiquement, quand ils ont voulu prouver il manquait ici le prescripteur dans la chaîne, dans le scénario d'usage, il manquait le prescripteur, le vendeur ou la vendeuse, bah, ça part, en fait, en gros, là, c'est théorique au début, hein, et après, il faut l'étayer. Donc ça, c'est tous les moments où vous allez faire de l'analyse, ça, je crois que c'est connu. La preuve expérimentale, c'est le moment où, comme vous n'arrivez pas à les convaincre, ah bon, vous ne croyez pas qu'il manque quelqu'un? Bon, regardez, on va aller le faire en vie réelle et on va aller, c'est le fameux expérimentation là où on donne de l'argent aux gens et on les suit, on les documente. On a des statistiques derrière. Donc ça, c'est la preuve expérimentale. Donc on en aura besoin, mais très tôt dans le projet. En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'elles n'interviennent pas forcément à la fin, elles peuvent intervenir pendant le projet. Mais une fois qu'on a fait ça, où est la transformation? Donc là, on n'a pas transformé. Et justement, nous, ce qu'on va ajouter, c'est le 5e type de preuve. Et là, je vous fais un peu de philosophie, parce que je sens que vous êtes, à cette heure-là de la matinée, vous êtes réveillés, vifs, hein, et vives. On a un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est un philosophe des techniques qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé sur les transformations, et il a montré qu'il y avait une opération particulière qui était mal comprise, qu'il appelle la transduction. Et qu'est-ce que c'est que la transduction? C'est une opération où chaque région de structure constituée, ici, une région de structure, la première là, sert à la région suivante de principe de constitution. On s'appuie sur ce qui a été posé ici pour commencer à faire apparaître de nouvelles choses par superposition. Et une modification s'étend progressivement en même temps que cette opération structurante. C'est-à-dire que là, on continue la transformation. Et à mesure que ça arrive, on s'appuie. Et par exemple, là, un petit lapin apparaît, et il va être combiné. Et à la fin, on arrive sur des configurations où ce qu'il y avait au début là ne peut absolument pas. On ne peut pas déduire ce qui est ici de ce qu'on avait au début sans passer par le milieu là. Et c'est parce qu'il émerge des choses durant le processus sur lesquelles on s'appuie qu'on va pouvoir avoir des transformations vraiment profondes. Et c'est précisément ça qu'on appelle des inducteurs de transformation. C'est l'émergence dans un processus de transformation d'éléments qui viennent bien de ce qu'il y avait avant, mais qui, quand ils se constituent ici, ont plus ou moins, ça dépend, hein, ont plus ou moins la capacité à reconfigurer la situation à ce moment-là, hein, cette région-là, pour amener après à des situations très très différentes. Alors vous dites, mais ah oui, d'accord, c'est intéressant, c'est joli. On a reconnu un peu Escher, oui, c'est les métamorphoses d'Escher. On s'en est inspiré. On avait voulu réutiliser leurs images, mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait avec les héritiers des droits. Mais ils étaient sympas, mais c'est juste que nous, on voulait mettre des légendes dessus, ils ne voulaient pas. Et donc, il ne fallait pas qu'on modifie. Donc, on a fait notre dessin à nous. En fait, voilà. Donc, en gros, là, on est face à nous ce qu'on appelle le temps de la transformation. C'est, je peux dire, il y a le temps qui passe, le temps des physiciens, horloge, et il y a le temps qui fait, qui est plutôt le temps du jardinier. Pourquoi je dis jardinier? Parce que l'expression le temps qui passe, le temps qui fait, je la dois à Gilles Clément, qui est un grand paysagiste qui était au Collège de France à une époque, qui avait une chaire temporaire, et enfin qui avait un séminaire, pour être précis. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a en fait plusieurs conditions. Alors, Karl Popper parle aussi de change in the conditions of change, le changement dans les conditions du changement. Et nous, c'est ce qu'on cherche à voir. Donc, on va avoir un présent, on va l'augmenter d'une situation, non pas d'observation, mais d'épreuve. Il peut émerger des choses nouvelles grâce à des artefacts qu'on introduit. Et si on mesure qu'il y a des effets de reconfiguration qui nous paraissent très intéressants, alors on va le retenir, on va s'appuyer et on va créer une autre situation qui n'a rien à voir avec celle du début. On ne cherche pas à observer dans les situations nominales actuelles. On est en train de créer des situations qui n'existent pas,
sur lesquels on va faire apparaître de nouveaux inducteurs, etc. Et là, en faisant ça, on peut avoir des transformations beaucoup plus profondes que simplement aller vérifier qu'on a bien ce qu'on voulait au début. Et dans le cas concret, alors oui, ça c'est juste pour dire que j'ai écrit un autre livre, mais je ne l'ai pas amené là, dans lequel j'ai modélisé ça avec une mathématicienne. Donc c'est pour faire un peu mon crâneur. Là. Non, mais j'arrête. Mais le matin, là, à 11h, ça va vous endormir. Mais on peut le modéliser en mathématiques. Hein. Il y a un domaine des mathématiques qui s'appelle la théorie des catégories, qui permet de vraiment rendre compte précisément de ces transformations. Voilà, je ne vais pas le développer là. Mais dans mon exemple à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, par exemple, on est parti du 18e cartouche. En fait, on reformule, et je m'étais arrêté ici, on arrive à la part de Patex. Mais quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a appris au-delà de montrer qu'il y a du chiffre d'affaires en plus, que les gens viennent et que ça marche? On aurait pu s'arrêter là. Mais l'équipe d'innovation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, mais là, regardez, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est en train de rediscuter la manière dont la direction produit et la direction de distribution collaborent ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que l'artefact qu'on a vu là, il a un rôle important. Ce qu'il a créé et ce que ça a révélé des entretiens, c'est que les gens ils disaient waouh, j'avais jamais pensé ça. Et ça a bien un effet sur les imaginaires. Et donc, en fait, cet appart-là, au lieu de le laisser simplement comme un démonstrateur où il y a quand même déjà plus de 20 000 personnes qui viennent, ils se disent mais si on ne l'utilisait pas comme un démonstrateur sur site, ah ben là, attendez, on ne peut pas le faire parce que ça touche à la distribution, le produit. Ça remonte à la direction générale, là, Henkel Europe. Puisque ça touche l'Allemagne, la France. Donc là, ça monte à un niveau hiérarchique. Et ça, c'est important, ça touche à la question de la gouvernance de ces projets-là. Si vous voulez avoir de l'impact, par moment, ça va faire apparaître de nouveaux acteurs ou de nouvelles relations entre ces acteurs-là. Et il faut qu'on ait, en termes de gouvernance, la capacité à pouvoir prendre des décisions qu'on n'avait pas prévues. Ça sort du périmètre du projet initial. C'est pas juste faire la 18e cartouche d'une gamme que la direction produit, elle gère. C'est repenser le circuit de distribution et les relations entre deux grandes directions qui, jusqu'ici, se parlaient, mais pas sur ces projets-là. Et là, c'est ce qui va se passer. La directrice générale va dire oui. Pourquoi elle le dit oui? Parce qu'elle voit des éléments très concrets, des mesures, des documents, des rapports. Enfin, il y a des éléments de preuve qui l'attestent. Hein. Elle ne va pas se lancer comme ça sans rien. Hein. Donc, il y a tous ces éléments qu'on a vus avant, ils sont quand même très utiles. Et ce qui va se passer, c'est que ce concept, en fait, va être décliné partout dans plus de 1000 magasins en France. Et si je ne me trompe pas, en Allemagne aussi derrière. Et donc, ça va bien au-delà des attentes. Et donc, on a sur un cas très, très simple, vous voyez là, c'est un cas très simple, une transformation qui est quand même plus importante que voulu initialement. On n'avait pas du tout en tête de repenser le circuit le merchandising et la distribution au point de vente. Hein. Voilà, alors je crois que en temps, je suis arrivé au bout là. Hein. Je veux pas. J'avais un autre cas, mais je vais peut-être le balayer hyper vite parce que là, c'est un cas très simple. Pas très simple. Il est compliqué à mener, hein, mais bon, c'est de la colle. Juste pour vous dire que là, il y a un autre cas. Si on prend chez Air Liquide, la bouteille de gaz connectée, donc là, c'est tout à fait autre chose. Je vais aller très très vite. On est sur un projet où la direction générale d'Air Liquide veut de la rupture, veut rentrer dans le numérique. Il y a la R&D qui a déjà travaillé. La R&D, elle travaille dans un univers où tout est très 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 segmenté. C'est-à-dire que de même qu'il y a 18 cartouches de colle, enfin 17, là ici, il y a toute une gamme de produits, c'est par type de gaz, etc. Donc on est vraiment en une segmentation des consommateurs par la vision opérateur, pas du tout par les usages qu'ont les gens de ces produits-là. C'est classique du XXe siècle à nouveau. Hein. Donc toutes les entreprises sont comme ça. Donc on veut une bouteille de gaz connectée, on fait travailler la R&D. La R&D, elle fait quoi? Elle a imaginé 42 fonctions possibles pour une bouteille de gaz connectée. Sur les 42, 100% vont servir à qui? Aux usagers? Non, bien sûr, non. À Air Liquide, donc toutes les fonctions, c'est comment on peut regarder où elles sont, est-ce qu'on peut suivre, parce qu'il y a des risques, puisque les bouteilles, en fait, elles sont laissées en location. Hein. Et il y a des entreprises qui sont rachetées, qui ferment, machin, et ils ne savent pas où sont les stocks, et ils sont responsables quelque part de ça. Donc eux, ils voudraient savoir où c'est, combien, est-ce qu'elles sont vides, pas vides, est-ce qu'on peut leur revendre du gaz, voilà. Mais il n'y a rien sur les usages. Donc là, je vous passe très vite. Tout le travail, c'est d'aller documenter avec des expérimentations, de l'observation, qu'est-ce qui se passe réellement. On réalise que la R&D n'a jamais vu de soudeur de sa vie, jamais vu un client de sa vie. La R&D n'a jamais vu un soudeur de sa vie. Et quand on leur montre les films, quand je dis on, c'est quand Stéphane leur montre ses films avec Mathieu, ils disent mais non, c'est pas vrai. Donc ils disent non, c'est pas vrai. Ah bon, alors on vous en montre encore plus. Donc au début, c'était qu'en France, donc ils vont en Allemagne à nouveau. Je crois qu'ils vont à un moment donné en Suisse, si je ne me trompe pas, mais peut-être en Allemagne seulement. Ils ramènent des films et des films. Ah non, et la R&D dit s'il faut leur apprendre à souder maintenant, donc ils font mal. Et c'est exactement ce qu'on nous dit, ou ce qu'on dirait à un médecin, à un patient. Si il faut, là vraiment, ça ne sert plus à rien, il n'observe pas son traitement. Voilà. Donc, classique de l'expertise.
Je ne suis pas pour les critiquer, c'est vrai partout. Hein. Ça révèle qu'en fait, eux, ils pensaient que la valeur était dans le consommable, dans le gaz qu'ils vendaient, pas du tout. Depuis des années, en fait, la valeur s'est déplacée vers le soudeur et il y a tout un tas d'acteurs qui interagissent sur l'équipement technique ou l'équipement personnel et ils n'avaient pas vu. Donc, il y a un univers, un écosystème d'objets qui existe avec lequel ils ne se reliaient pas. Or, la bouteille connectée, ça serait bien qu'elle y parle. Hein. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il y a un raisonnement sur les différents types d'acteurs. Le soudeur, l'entreprise cliente dans laquelle travaille le soudeur, et puis Air Liquide qui vend aux clients, etc. Donc tout ça est travaillé. Je vous parlais d'artefacts. Là, il faut des artefacts. Pourquoi ? Parce qu'on va mener des expérimentations en vie réelle. Donc on crée ici des prototypes très très rapidement, et c'est très très dur. Donc il faut aller demander à des entreprises spécialistes de prototypage pour les sortir très vite. Ce sont des prototypes qui sont censés à terme se relier à toute une gamme de services. Est-ce qu'on a le temps de développer tous ces services ? Non. Est-ce que ça vaut le coup de lancer un développement hyper cher sans même savoir si les gens le veulent ? Non. Et c'est là où on va différer des approches où on fait l'évaluation à la fin. On ne va pas tout développer pour essayer de mesurer à la fin est-ce que oui ou non ça marche. Non. On va faire quoi ? On fait semblant. Donc là, ils vont prendre des vrais clients. Donc là, il y a des entreprises, c'est des vraies entreprises. Hein. Vous avez Frédéric Pain, Tolix, Flux de Contrôle, Titan Aviation, dans lesquels ils vont mettre des vrais prototypes connectés à de fausses applications. Voilà les vrais prototypes positionnés. Fausses applications, hop, j'avance, qui sont ici. Donc, il y a des vraies interfaces, si je peux dire, mais derrière, c'est Stéphane et Mathieu qui, le soir, codent des tableaux Excel et redonnent tous les chiffres le lendemain matin. Et ils font ça pendant 3 semaines. Qu'est-ce que ça fait ? C'est qu'on a derrière des statistiques hyper robustes sur quelle est la valeur, quel service ils aiment. Et ça va tellement loin qu'on se rend compte qu'on peut tester les modèles de tarification, qui est une des questions qui est hyper dure dans les problématiques de santé. Comment on teste la tarification ? Et eux, ils estiment qu'il faut développer tout le projet pour après voir le modèle de tarification. Mais en gros, là, il faut le tester beaucoup plus tôt. Parce que simplement avec ces éléments-là, on peut leur poser des questions là que je n'ai pas mis, mais tout un tas d'hypothèses sur comment on vend pas, à quel prix, vont révéler des imaginaires, enfin des référentiels de prix qui n'étaient pas du tout anticipés. Typiquement, Air Liquide pensait vendre très cher certains services dont les clients n'ont rien à faire. Inversement, ils pensaient, pas donner, mais ils pensaient qu'il n'y avait pas de valeur dans certaines fonctions. Et alors, il y en avait beaucoup. Et ça, ils l'ont testé très tôt. Donc ça, vaut mieux le faire avant de finir le projet, de le développer et de le tester sur le marché. Vous voyez bien on peut le faire avant. Et donc voilà, donc ça c'est fait. Et les résultats, et j'ai fini là-dessus, c'est qu'au lieu d'avoir une bouteille de gaz qui permet à Air Liquide de regarder où est-ce que sont les bouteilles, est-ce qu'il y a encore du gaz dedans, on a une plateforme de service beaucoup plus large, qui va parler à beaucoup plus d'acteurs, notamment des fabricants d'équipements qui n'étaient pas du tout vus dans le périmètre. À nouveau, 2 nouveaux acteurs qui rentrent et qu'on n'avait pas vus. Donc l'impact, vous voyez bien qu'il est beaucoup plus large que simplement un impact pour moi et Air Liquide. Et donc ce cas-là, à nouveau, c'est un cas qu'on peut analyser de manière plus générique. Hein. Des clients industriels avec une offre servicielle complète qui n'était pas du tout envisagée et des tarifications surtout qui n'étaient pas pensées. En gros, la grosse valeur va être dans la tête ici, alors qu'on imaginait que ça allait être sur la bouteille, mais c'est une tête qui est déportée au point de soudage. Et pour finir, au lieu d'avoir mis 8 ans de développement pour avoir un produit qu'on aurait regardé à la fin, est-ce qu'on a ou on n'a pas, et le risque c'était de dire ça marche pas, ils ont mis 3 ans, quasiment 3 fois moins de temps, ce qui était un truc de fou chez eux. Hein. Et à la fin, le directeur général adjoint qui déclare, voilà, notre nouvelle offre de soudage, Clixby, donc c'est vraiment sorti, hein, transforme en profondeur un métier qui existe depuis plus de 100 ans, développé avec plus de 700 clients, parce qu'après il y aura des marchés tests. Hein. Et Clixby constitue ainsi un exemple emblématique de la stratégie de transformation, centrée sur le client, donc centrée sur les usages, qui s'appuie sur l'innovation et le numérique pour générer une croissance rentable et créer de la valeur pour les clients à long terme. Là, on est sur l'impact. On voit qu'il y a eu un pilotage du projet, donc on a gagné du temps, on a mis moins d'argent, et à la fin, on a beaucoup plus d'impact. C'est un peu ça qu'on défend comme approche. J'ai fini. Merci Mathias. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit dans la salle ou à distance ? Il y en a 2 à distance. Donc vas-y Louis, je te laisse les lire. Ah, ok. Alors, est-il possible d'avoir des objectifs de résultats énoncés en dur dès le lancement du projet, ou sont-ils forcément amenés à être adaptés selon les résultats du pilotage par mesure d'impact ? Non, je pense que c'est une très bonne question. Il y en a, oui, toujours. Il y a par exemple ce que j'avais appelé, je suis passé vite au début sur les critères prescrits. On peut avoir des objectifs, par exemple la réglementation, impact des émissions de CO2 à un certain niveau. Donc on peut avoir des objectifs qui sont vraiment en gros gravés dans le marbre.
Simplement, il n'y a pas que cela. Voilà, c'est ça. Mais oui, il peut y avoir des objectifs qui sont donnés au début, ils sont prescrits et on ne peut pas y échapper, quoi, hein. C'est très classique que l'innovation, elle intervienne dans des moments où on a, en particulier sur les normes environnementales, moi j'ai beaucoup vu ça, et il faut innover parce que précisément, ce qu'on nous demande, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Voilà. Donc oui, oui. Je ne suis pas en train de dire que tout émerge du projet. Je dis qu'il émerge des choses du projet sur lesquelles on peut s'appuyer pour maximiser l'impact, mais tout n'est pas émergent. Il y a des choses qui sont données au début et qui doivent être là à la fin. Ça demeure, hein. Ok. Et il y en a une deuxième qui porte sur la définition précise des POC, MVP, POV. Ouais. C'est un peu la ferme en termes de stabilisation, de quoi, de quand, comment, pour tester les hypothèses. Voilà. Quelles sont les définitions vraiment précises derrière ces termes-là? Ah, alors, plusieurs manières de répondre. Déjà, oui, je partage le point de vue que tout ce qui est lexique associé à l'innovation aujourd'hui n'est pas encore entièrement stabilisé. C'est lié aussi à des historiques. Par exemple, je prends la notion de démonstrateur. Moi, dans ma pratique, avec les industries avec lesquelles j'avais travaillé, un démonstrateur, c'est quelque chose qui arrive quand même assez tardivement dans un processus, qui peut permettre de vendre, et qui va préparer les premiers de série, des choses comme ça. Au CEA, par exemple, le démonstrateur, c'est quelque chose de beaucoup plus amont. Donc, il y a et sur lesquels ils vont avoir des logiques beaucoup plus proches de l'usage, que nous, on appellerait plutôt, pas des maquettes, mais des monstrateurs. On montre plutôt qu'on démontre. Mais bon. Donc, il y a des historiques qui font qu'il y a des mots qui sont, selon les industries ou les services, différents. Ce qui veut dire que nous, par exemple, dans nos travails, souvent, il y a une élaboration collective. Avec les Living Labs Santé Autonomie, on avait travaillé sur les lexiques pour arriver à aboutir à cette compréhension commune. Et je pense que les filières industrielles devraient avoir ce travail-là au niveau d'une filière pour pouvoir définir ce que c'est que ces termes-là. Mais c'est pas fait, hein, il faut l'animer, qui peut le faire, comment ou quoi. Mais ça a du sens de le faire. Maintenant, la preuve de valeur, généralement, elle se fait, on peut le faire avant. La preuve de concept permet quand même d'appréhender la preuve de valeur. Généralement, le MVP, ça vient après un proof of concept, parce que précisément, on a déjà fait des POC pour pouvoir comprendre, attirer l'intérêt, et on va demander des financements pour aller financer un MVP. Normalement, alors MVP, encore une fois, ça varie, parce qu'il y a des MVP qui ne coûtent rien, comme ce qui a été fait là, pas très cher, mais il y a des MVP, on appelle ça des MVP, ils coûtent des fois plusieurs centaines de millions d'euros, centaines de milliers d'euros, voire plus dans certaines industries que j'ai pu voir. Est-ce que c'est encore un MVP? À mon sens, non. Mais c'est vrai que le terme, voilà. Donc, en fait, il y a un problème de définition très concret sur de quoi on parle, mais après, il y a les définitions institutionnelles qui fait que les gens, eux, ils les appellent comme ça. Donc, je partage cette question-là, mais je pense que la réponse, le mieux, c'est d'arriver à le faire au niveau d'une filière, je trouve, d'acteurs qui vont ou d'un écosystème pour définir en fait des termes et arriver à se coordonner autour de ça. Ça fait partie de quelque chose qui est important pour avoir du commun. Mais on ne l'aura pas pour toutes les industries, à mon avis. Hein. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui souhaitent être posées. Ne serait-ce que juste une remarque, c'est que les temps de développement et les budgets ne sont pas les mêmes. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie du spatial. Dans le spatial, les cycles de développement, parfois, c'est 15-20 ans. On parlait du LIDAR. Le LIDAR, on en parlait du LIDAR, mais il y a des années. Et les premières missions LIDAR, c'est beaucoup plus récent. Et il y a des gens qui rentrent au CNES, ils rentrent, par exemple, sur des projets, des concepts de mission. Ils sortent à la retraite, soit sans avoir vu la mission, soit au moment de la retraite, c'est la mission sur laquelle ils travaillent en entrant qui sort. Donc j'exagère, mais c'est ça, moi je l'ai vraiment vu. Hein. Et inversement, dans le logiciel, on sort une V 2.2.3 tous les 6 mois, quoi, ou même moins. Donc il y a des cycles qui ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que le sens qu'on donnera à ces étapes intermédiaires ne va pas tout à fait être pareil. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un enjeu de le faire au niveau d'écosystème. Très clair, merci beaucoup Mathias. Élodie, je te laisse la parole. J'avais une question sur, dans la mesure d'impact, comment on s'assure que ce qu'on mesure est vraiment, c'est vraiment la résultante de du nouveau service, etc. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres externalités qui ont un impact et comment on les enlève de notre analyse? Je ne sais pas s'il y a des méthodes là-dessus. Ouais, si, là, c'est ce qu'a dit Samantha au début. La méthode, le gold standard pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale. C'est-à-dire que vous avez au démarrage une mesure, donc il y a un groupe qui a l'innovation, un groupe qui n'a pas. On mesure un T0, 2 observations. Ensuite, on mène cette fameuse, on met en œuvre l'innovation pendant un temps qui est défini et on remesure à la fin
pour voir s'il y a un delta, et on essaie d'analyser le delta. Comme on a un groupe contrôle où normalement rien n'a changé, à part l'innovation par rapport... il n'y a rien qui a été fait dans le groupe contrôle, et l'autre, il a eu l'innovation, il n'y a que ça qui les différencie, parce que souvent, ils sont appariés de manière aléatoire, hein. C'est ce qu'on appelle les essais randomisés contrôlés. Le problème, c'est qu'on peut faire ça que lorsqu'on a déjà une situation nominale, on sait qu'elle fonctionne, les gens... parce que sinon, on mesure, on a des effets dégradés, les gens ne font pas exactement ce qu'ils voulaient, on avait imaginé un truc, ça ne marche pas vraiment, donc on ne mesure pas un vrai signal. Enfin, on n'a pas une mesure qui est très... C'est là qu'il y a une faiblesse de la validité externe. Mais si on voulait avoir cette logique de preuve d'imputabilité vraiment causale, on appelle ça l'imputabilité causale, ça serait plutôt ça. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ça c'est vrai en théorie, et encore on peut critiquer, mais en pratique, même les tenants de cette approche d'essais randomisés contrôlés, ils vont dire qu'il y a tout un tas de biais qui peuvent arriver. Il y a les biais qu'on appelle d'attrition, les gens quittent l'expérimentation si elle dure 2-3 ans. Il y a des biais de sélection, on a fait de l'inclusion, on voit l'inclusion au début. Il peut y avoir des événements exogènes, par exemple le fait qu'il y ait la guerre en Ukraine, s'il y avait ça va jouer sur l'expérimentation. Donc en gros, pour moi, cette méthodologie, elle vient d'une idéologie qui est née dans les années 60-70, autour de Donald Campbell, qui était très connu, et qui a théorisé l'idée d'une experimenting society, une société capable d'expérimenter. Et lui, ce qu'il veut faire, c'est étendre la logique du laboratoire, des sciences expérimentales, hein, à la société. Sauf que, et j'ai écrit un petit article là-dessus très court, que vous pourrez regarder si ça vous intéresse, sauf que la conquête du laboratoire, et moi j'adore les laboratoires, mais la conquête du laboratoire, c'était quoi? C'était de confiner justement le réel pour l'observer. C'est que c'est un monde clos. Pour avoir ces mesures et cette méthode, ça va de pair avec le fait qu'on clôt. Si vous mettez le laboratoire ouvert dans un monde qui n'est pas du tout clôturé, on passe d'un système clos à un système ouvert, les raisonnements me paraissent difficiles de tenir. Alors, ceux qui tiennent ce truc-là continuent de dire « mais si, on peut, en mesurant tout un tas de biais », et Donald Campbell a écrit une dizaine ou douzaine de biais qu'il faut piloter, et on y arrivera quand même. Voilà. Et aujourd'hui, il y a toujours ces débats-là, il y a eu des projets ANR avec des épistémologues qui ont réfléchi. Donc, cette imputabilité causale, c'est aussi l'idée de se dire « ah bah oui, quand j'appuie sur un truc… c'est linéaire, il y a une causalité, alors que dans des effets où il y a beaucoup d'effets de système, où il y a de l'émergence, c'est très difficile parfois d'imputer réellement. Donc on accuse souvent les approches de type imputabilité causale vraiment stricte, d'avoir une vision réductionniste, on dit, de la façon dont les choses arrivent en système ouvert à nouveau, hein. C'est très différent quand vous regardez, je sais pas moi, un phénomène physique qui a été mis sous contrainte avec des paramètres que vous pouvez suivre, c'est pas tout à fait pareil là. Merci. Mais c'est un des grands débats aujourd'hui sur les évaluations d'impact. Nous, notre idée, c'est de dire qu'il faut aller vers des approches mixtes, en tout cas moi ce que je défends, parce que il y a une demande institutionnelle de ces approches, ça plaît aussi aux décideurs de pouvoir dire, regardez, on l'a prouvé, même si au fond on n'est pas sûr. Mais voilà, ça plaît bien. Mais qu'il faut par contre intégrer cette question de l'impact très tôt dans les approches. Là, on vous a proposé une approche qui le fait, hein, dans des cas très concrets. Ce qu'on a fait sur le cancer bronchique, c'est aussi cet ordre-là. Et ces nouvelles approches-là, je pense, viennent bien compléter des approches plus classiques qui, à mon avis, risqueraient sinon de faire beaucoup de gabegies en finance des évaluations, en finance des projets. Ils n'arrivent pas de manière pas mûre. L'évaluation, elle ne sert pas vraiment à prendre des décisions. Et à la fin, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Merci beaucoup, Mathias. Et c'était une très bonne question. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Vous aurez évidemment le contenu des slides qui vous seront transmis avec un petit takeaway, le replay de la vidéo qui sera disponible sur YouTube. J'en profite aussi pour vous dire que oui, du coup, on a des exemplaires du livre de Mathias, vous pouvez en récupérer un chacun. Et vous dire que la date pour Noël, tout à fait. Et vous dire aussi que le prochain Eat and Learn TechniConnect sera le 10 janvier et il portera sur l'introduction au no-code. Donc le no-code, très brièvement, c'est des sortes de templates de sites internet ou d'applications que n'importe qui n'est pas développeur, peut utiliser pour créer ses propres interfaces numériques. Donc ça, c'est voilà, l'explication. Il y a toute une pratique autour du no-code qu'on va essayer du coup de creuser avec un expert du no-code et notre lead développeur qui s'appelle Florian, qui est peut-être en ligne. Salut Florian. Voilà.
Bien sûr, je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Si vous avez des remarques, des retours, des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Normalement, vous devez tous avoir reçu un mail de moi, Aline Morestin. Et ben voilà, parfait. Et je vous remercie encore une fois d'avoir fait le déplacement. Merci aux personnes à distance et à très bientôt. Au revoir.